Je suis ravi que vous soyez là parce que vous êtes la personne tout à fait idoine, tout à fait ad hoc, si je puis dire, pour animer notre débat pour plusieurs raisons. Vos fonctions actuelles que je me permets de rappeler, même si vous devez les connaître, elles étaient inscrites puisque Muriel Péricaud est ambassadrice déléguée aux investissements internationaux. Elle dirige comme présidente depuis mai 2014 l'Agence française pour les investissements internationaux, chargée de la promotion de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux en France, et l'Agence française pour le développement international des entreprises, UbiFrance, dédiée à l'accompagnement des PME et ETI à l'export. C'est évidemment extrêmement intéressant pour nous, puisque les universités se transforment, comme l'on dit. On le souhaite d'être un acteur de l'économie, j'y reviendrai ponctuellement, et de travailler, bien sûr, en lien le plus étroit possible avec les entreprises, d'être plus que des partenariats, d'être acteurs, vraiment. L'une des difficultés que l'on rencontre encore, même si ça se développe beaucoup, c'est de créer ces interfaces. C'est pas toujours simple, mais je ne doute pas qu'on y revienne. Le deuxième élément important, et qui, je dirais, est un autre élément de justification de l'intérêt de votre présence, c'est votre parcours. Je vous l'ai dit en arrivée, vous m'avez répondu quelque chose qui m'a tout à fait satisfait, parce que vous avez dit, je suis une globe-trotter professionnelle, et vous êtes un peu globe-trotter professionnel, c'est vrai, alors ça va bien avec le thème de la journée, globe-trotter, mais ça va bien aussi pour l'intérêt que ça représente pour nous, puisque vous avez, en quelque sorte, soit en parallèlement, soit en alternance, un parcours professionnel qui vous a amené de grosses entreprises. Vous avez eu des responsabilités énormes. Je pense à Danone en particulier. Vous étiez responsable des ressources humaines, mais aussi d'autres grandes entreprises. On ne va pas toutes les faire. Vous êtes allé chez Orange. Et puis, parfois en alternance ou dans le même temps, vous avez été très lié aussi au public. En étant dans des agences, les fonctions que je viens d'évoquer le montrent encore. Donc cette double connaissance privé-public est éminemment intéressante pour nous, même si nous sommes publics, mais que sans devenir privé, nous côtoyons de plus en plus le privé, même si pour certains d'entre nous, ce n'est pas tout à fait neuf. Donc voilà, une petite présentation rapide, je n'en ferai pas plus, vous pourrez nous en dire plus si vous le souhaitez. Alors, je dois faire 10 minutes d'intervention, considérant qu'on a une demi-heure de retard, mais on s'est donné une liberté, et on vous attendait un peu, j'avoue, mais on s'est donné... non, on devait commencer à 16 heures, mais comme... Non, moi on m'a dit de venir pour ça. Ah pardon, alors j'ai dit une bêtise, bon... Non mais... Je fais attention, je vais me faire tacler toutes les 30 secondes, Madame Péricaud. Elle est d'une réactivité étonnante. Donc je retire, donc on vous attendait absolument pas, hein, je savais que vous alliez venir. Mais comme Antoine n'est pas venu, donc je vais peut-être faire 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, le thème et la question, c'est est-ce que l'université, je dirais, vitrine d'un territoire, j'ai bien dit vitrine et pas simplement image, je crois qu'on pourra y revenir. Alors l'université vitrine internationale de son territoire, développement, formation, innovation bien sûr. Peut-elle l'être? La question semble assez évidente, puisque si on la place à l'échelle internationale, je l'évoquais là aussi avec vous tout à l'heure, lorsqu'on invoque certains noms, certains territoires, des villes, Oxford, Cambridge, la réponse est assez claire. On pense presque d'abord aux universités, aux centres, je dirais, d'innovation, de recherche, de formation, qu'à la ville en soi. À l'échelle nationale, peut-on se faire la même réflexion? C'est-à-dire que si c'est une évidence internationale, encore faut-il que c'en soit une, on peut en débattre. Est-ce que c'est le cas en France? Je crois que dans certains cas, oui, mais je vais citer personne, parce que je veux vexer personne non plus. Donc, mais certains se reconnaîtront, d'autres peut-être moins, mais donc c'est une évidence qu'on pourra en citer un certain nombre. Alors, à l'échelle d'Oxford, Cambridge, je ne sais pas, mais c'est existant aussi chez nous. Vitrine, mais vitrine sous quelle forme? C'est là que je reviendrai sur le terme d'image. Certains nous reconnaissent essentiel à l'image d'un territoire, mais vitrine, c'est quand même autre chose, puisque vitrine, ça suppose de trouver dans les vitrines des objets divers, pas simplement du flux d'étudiants, mais de l'innovation justement, du lien à l'entreprise, du lien à la collectivité, qu'il soit la collectivité locale, les métropoles, les régions, etc., des collaborations, des partenariats, une capacité d'adaptation, une capacité, je dirais, à travailler collectivement. Donc vitrine ou image, on nous dit parfois qu'on est image, mais on a parfois l'impression d'être une image socioculturelle, notamment quand il s'agit des SHS. Alors oui, on connaît partout telle université, mais on ne la connaît peut-être pas sous tous les angles qu'on pourrait souhaiter, ou en tous les cas, peut-être pas tous les angles qu'il faut, ou qu'il faudrait reconnaître. Si on en croit les collectivités, la plupart, je dirais en tout cas, les universités ont un rôle, je les cite, hein, je cite plusieurs maires, je dirais, mais qui ont dit un peu la même chose, ont un rôle pilote à jouer dans la promotion de leur réputation et de l'attractivité de leur territoire.
Monsieur Laurent, ce matin, qui est le président de l'Association des régions, a bien signalé qu'il voyait même l'université comme un prolongement essentiel de la région, que ce soit même sur le tissu local, national et international aussi. Donc on nous reconnaît cette capacité à être vitrine. Et puis je l'ai dit, différents maires, alors je vais en citer un parce que là je ne fâcherai personne, je le connais bien. Je regarde mes collègues de Lyon, le maire de Lyon nous dit assez que nous sommes essentiels et une vitrine du territoire lyonnais et que ça doit passer par nous et que la réputation de l'innovation passe par les entreprises, mais elle doit être absolument liée à son territoire d'innovation et justement à l'université. C'est pas non plus un discours totalement absent chez les partenaires socio-économiques. Il n'est pas forcément systématisé, mais là aussi, on a de grands partenaires socio-économiques qui évoquent l'importance de l'université à l'échelle territoriale, mais nationale aussi. Là aussi, je prendrai un cas lyonnais facile, que tout le monde connaît, puisqu'il est venu nous voir à la CPU. Alain Mérieux dit toujours que l'espoir, l'innovation, le territoire, Lyon, c'est d'abord son site universitaire et que sans lui, il n'y a pas d'avenir. Donc je ne sais pas s'il n'exagère pas un peu, je pense qu'il n'a pas totalement tort. En tous les cas, lui aussi nous reconnaît cette importance. Ce n'est pas le seul, j'aurais pu situer d'autres entreprises. Encore une fois, je ne vais pas faire un listing. Donc les grands groupes, bien sûr, mais pas simplement les grands groupes. C'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup chez des gens qui nous disent même souvent qu'ils ont besoin de nous. Je pense aux PME. Les PME, pour qui c'est pas toujours simple, l'international, d'abord parce que la recherche-développement, ça coûte cher, parce qu'en termes de formation, en termes, je dirais, d'adaptation sur des territoires mal connus, eh bien, ils trouvent un intérêt à côtoyer les universités. Je ne les détaillerai pas tous, même si c'est un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup, là encore, sur notre territoire à nous. Donc l'université, image d'un territoire, mais aussi de ressources, de formation, d'innovation de ce territoire. Cela ne se fait pas tout seul, c'est évident. Et il faut pour cela l'intégrer dans une stratégie cohérente. Il faut une stratégie, il faut des volontés, il faut de l'action, du partenariat, des partenariats effectifs. Il faut être acteur et pas simplement invité ou accompagnateur. On connaît aussi ça. On a parfois l'impression qu'on est acteur, mais on se sent plus un petit peu dans la bétaillère derrière, à être invité, à être présentement pour dire, voyez, les chercheurs sont avec nous, les universitaires. Je ne dis pas que c'est systématique, mais ça nous arrive. Ça pose parfois question. Et parce que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, sans doute, de notre faute, en certains cas. L'université est en pleine transformation aujourd'hui. Comme je l'ai dit, elle se réclame souvent acteur du monde socio-économique, de la cité, mais elle ne l'est pas toujours encore. C'est bien évident que c'est aux universités de travailler. Mais pas seulement, bien sûr, puisque la collaboration, pour que ça se construise, eh bien, il faut que ça se fasse, bien sûr, avec les partenaires. Je pense à la collaboration avec les collectivités, justement, les métropoles, des stratégies qui ne sont pas toujours convergentes, parfois, ça arrive, ou des collaborations pas simples, je l'ai évoqué, où on dit oui, vous êtes important, mais on ne voit pas toujours où, combien, et on nous oublie un peu. Avec les régions, parfois aussi, à une autre échelle. Et puis aujourd'hui, on passe, on le sait aussi, à une autre dimension de la région. Donc ça va sûrement supposer des recadrages pendant quelques temps. En tous les cas, des collaborations aussi universitaires fortes, sont avec des régions plus grandes, ça va peut-être les renforcer. Mais je prendrai qu'un exemple, seulement une anecdote, mais je pense, là encore une fois, permettez-moi de prendre un exemple que je connais bien, l'exemple lyonnais, stratégie de collaboration internationale d'un pays étranger. Et puis on dit on aura besoin d'un soutien par rapport à un gouverneur d'un gros État, d'un grand pays de la région. On nous dit bah oui, mais nous on n'a pas décidé d'être là, on est plutôt ailleurs. Alors qu'il semble que l'endroit choisi est quand même un endroit où il y a de la place pour beaucoup de monde en France et où, en tous les cas, je dirais, l'ensemble universitaire lyonnais a de grosses relations et pourrait développer quelque chose. Donc une stratégie basée sur quoi? Définie avec qui? Comment? C'est parfois pas simple. La stratégie nationale aussi, puisqu'elle implique à la fois, bien sûr, la relation qu'on a au territoire. Elle dépend aussi, bien sûr, de la stratégie du gouvernement à deux niveaux, à mon sens. D'abord, dans ce qu'elle peut nous imposer parfois. Alors, je n'en fais pas d'évaluation, mais on nous dit que des pays sont très importants, qu'on doit y être. On a parfois un peu de difficulté à se mobiliser. Sur certains, c'est plus simple. La CPU est grande et nombre de présidents se mettent à la tâche et quand ils ont des relations privilégiées avec un pays, acceptent de porter pour leur site, mais aussi pour l'ensemble de la CPI ces relations. Mais dans certains cas, c'est pas simple. Et ça mène parfois à se trouver en disant c'est qui le représentant du Nigeria pour la CPU?
On l'a oublié. Devant le président, c'est un peu embêtant, n'est-ce pas, Khaled? Il y a un petit moment de malaise. Bon, et on sait aussi qu'une collaboration internationale, ça ne se fait pas en 3 jours et qu'il ne suffit pas de dire on va aller au Nigeria, on va être très fort. Il faut quand même qu'il y ait déjà eu des éléments de construction et de confiance. Et puis ça peut se faire aussi, peut-être par des différences, avec votre instance. Sommes-nous en cohérence? Que pensez-vous de nous? Pensez-vous que pouvons-nous être des victimes? Avec les entreprises aussi, c'est pas aussi simple toujours de construire. Il faut du temps. Je pense qu'il faut des relations de confiance. Encore une fois, on peut pas. J'entendais souvent des collègues qui disaient j'arrive dans un pays étranger, on rencontre des entreprises, ça se passe bien, puis après il n'y a pas de suivi. Oui, mais c'est affaire aussi de la France, la relation, et pas forcément qu'avec les entreprises internationales. Et ça peut aussi se faire en France. Enfin, parfois des difficultés. Et puis la stratégie, plutôt pour les grands groupes, là, elle est bien sûr territoriale. Elle est souvent liée à un site. Mais comment peut-on dire qu'un groupe de la taille de Sanofi Pasteur, de Mérieux, de SEB, de tout ce qu'on voudra, peut être défini simplement par rapport à un contexte territorial précis, avoir un siège social. Il y en a beaucoup en Ile-de-France, on en a quelques-uns en province. À Lyon, on a la chance d'en avoir pas mal. Il n'en reste pas moins que excusez-moi, je reprends cet exemple, encore une fois, c'est pas pour le cibler, mais parce qu'il est facile, connu, et que ça me permet peut-être de le laisser un peu neutre. Quand on dit l'entreprise Biomérieux est lyonnaise, oui, elle est lyonnaise quelque part, elle a été fondée à Lyon. Enfin, 85% de son chiffre d'affaires à l'international, elle est lyonnaise, elle est nationale, elle est à Rennes, elle est à d'autres endroits, et elle est énormément à l'international. Donc il y a bien une dimension territoriale, mais enfin, on ne peut pas, comment dirais-je, réduire la relation de l'entreprise à son territoire à des grands groupes comme ça. D'ailleurs, ça complexifie aussi la relation. Donc, définition d'une stratégie internationale qui ne peut se limiter à la stratégie d'implantation géographique. On entend souvent dire il faut être au Japon, il faut être en Chine, ou il faut être au Brésil, etc. Oui, on peut penser qu'il faut y être, ça paraît une évidence, mais ça ne se définit pas par il faut être là parce que c'est là que ça se passe. Ça se passe aussi autrement. Puis il y a plein d'endroits où on peut être. Là, le président de la République nous appelle beaucoup, je tiens à vous le dire. Il m'a même demandé de m'occuper un peu de cette affaire sur l'Iran. On en entend beaucoup parler. Et il y a incontestablement des choses à faire en Iran. Il y a des gens brillants qui y travaillent, des étudiants brillants. Il y a sans doute un marché extraordinaire et puis toute une ouverture potentielle. Enfin, là aussi, il y a quand même des relations déjà avec l'université, mais ça ne sera peut-être pas aussi simple que ça de le faire en quelques jours. Ça va prendre quand même un certain temps. Bon, voilà, je m'arrête là, puisque ce qui est intéressant, c'est d'abord de vous écouter, et puis très vite, simplement pour comment on va fonctionner, on va vous laisser parler. Je sais que vous allez ouvrir le débat sur la fin, vous me l'avez dit, et puis on laissera réagir mes collègues, si vous voulez bien, on vous donnera la parole, et on pourra aller plus loin à partir de votre présentation. On vous écoute, et merci encore une fois d'être là. Merci beaucoup. Oui, je crois que le but, c'est... J'ai lancé quelques éléments de réflexion, puis après, moi j'attends beaucoup aussi de l'interaction, parce que vous avez aussi votre expérience du développement international, des partenariats internationaux, et je pense que l'échange sera précieux. Sur moi-même, je vais rajouter quelques petits ingrédients dans le parcours qui peuvent intéresser le débat. J'ai commencé ma carrière comme administrateur territorial, juste pour dire, maintenant je m'occupe de l'international, mais c'est toujours le territoire, mais c'est le croisement des deux, c'est une question que je sens bien. Deuxièmement, alors depuis le 1er janvier, on a fusionné les deux agences que vous avez évoquées. J'étais à la tête des deux pendant quelques mois, et maintenant ça s'appelle Business France. Oui, c'est un mot français, je le dis tout de suite. L'API et l'Académie française ont reconnu que c'était entré dans le dictionnaire, donc on pouvait l'utiliser, et le Conseil d'État a validé. Voilà, je le dis. Ne vous inquiétez pas, on a eu des heures et des heures de débat avec toute la République sur le sujet. Et voilà. Et donc Business France, c'est une agence nationale, c'est un EPIC, qui a en charge à la fois l'aide des entreprises à l'export, essentiellement PME, ETI, on accompagne 10 000 entreprises par an à l'export, et puis la prospection et l'implémentation des investissements étrangers en France, et c'est 1 millier à peu près d'entreprises étrangères nouvelles chaque année qui s'installent en France. Puis il y a une troisième mission qui est la promotion de l'image économique de la France, qui évidemment rejoint le in et out, si j'ose dire, dont je parlais. Et puis, bon, dernière chose, deux, trois choses qui peuvent intéresser notre débat. J'ai présidé le Conseil national d'éducation et économie, et j'ai présidé le conseil d'administration d'AgroParisTech, où la problématique enseignement, recherche, innovation et international était tout à fait au cœur des débats du conseil d'administration. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être dire
Quelques mots, parce que c'est incontournable comme sujet des classements, on ne peut pas ne pas évoquer le sujet. Après, un peu plus sur en quoi l'université fait partie des facteurs d'attractivité de la France, ou pas, et comment ça se passe. Et puis, pour la troisième partie, hier, il se trouve que je co-organisais avec quelqu'un du secteur privé une conférence des dirigeants de nationalité française, mais qui ont des postes clés dans des entreprises internationales étrangères. Alors, c'est pas la filiale française, c'est des patrons de branches mondiales, etc., qui se trouvent être français. Donc, on le fait chaque année, on a passé plusieurs heures ensemble à brainstormer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la France. Eux, ils sont un peu, au sein de leur groupe, qui sont des multinationales étrangères, un peu les ambassadeurs du site France. Et une des tables rondes était sur innovation, recherche, enseignement. Donc j'aurais demandé l'autorisation de vous, qui m'accordait avec grand plaisir, de vous dire un peu leurs conclusions, parce que je pense que c'est intéressant et stimulant pour le débat, parce qu'ils parlent à la fois de leur point de vue, qui connaissent la France, mais aussi leur point de vue de gens qui ne vivent plus en France, qui sont francophiles et francophones, et qui entendent toute la journée aussi ce que disent les entreprises étrangères de notre université. Alors sur le premier sujet, sur les classements, comme dans tous les domaines, les classements contribuent à la perception et donc sont importants. Je pense que moi, ce que je retire des classements, et je dis la même chose pour les classements sur la France, sur le plan économique, c'est important de valoriser plusieurs classements, parce que chaque classement a son approche. Il faut bien connaître leur système de pensée. On peut les influencer, d'ailleurs, une fois qu'on les connaît bien. Et je vais prendre deux exemples qui montrent des choses complètement différentes de l'enseignement supérieur français pour bien montrer que ça se manie de différentes façons. Le premier, c'est évidemment le classement de Shanghai. Ça, c'est l'incontournable. Et comme vous savez, il est pas défavorable par malignité, mais son angle d'approche fait qu'on s'en tire progressivement un peu mieux. Cette année, c'est ce qui vient de sortir est un peu mieux, et pas énormément. Il y avait les effets de taille, mais il y avait aussi beaucoup l'effet qu'il ne contre la recherche qui est purement au sein de l'université. Et donc, le CNRS, l'INRA, l'IFREMER, l'Institut Pasteur, les CHU, les Instituts Carnot, tout ça, ça ne compte pas dans le potentiel de la recherche de la France. Alors que tous ces organismes et instituts travaillent très étroitement avec l'université. Il y a une espèce de continuum français, en fait. Et donc, nous, qu'elle soit à l'intérieur d'un périmètre juridique qui s'appelle l'université, ou qu'elle soit en partenariat, au contraire, on a mis des moyens assez forts dans la recherche, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc c'est un premier biais qu'il faut connaître. Le deuxième, c'est qu'évidemment, comme la dimension numéro 1, est mesurée par des publications dans des revues, c'est les revues les plus prestigieuses. Les revues les plus prestigieuses, elles sont toutes anglo-saxonnes. Et donc, évidemment, les universitaires français publient aussi en anglais, mais évidemment, en proportion, c'est pas la majorité forcément de nos publications. Donc, c'est un deuxième biais. Et troisièmement, les grandes écoles, comme ils font de l'enseignement et peu de recherche, sont quasiment hors champ. Et on peut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel... j'allais dire, de QI au mètre carré, qui sert... et d'ailleurs, il y a beaucoup de post-doc chez les ingénieurs. Donc, tout ça n'est pas très bien pris en compte dans le classement de Shanghai. Je ne dis pas ça pour s'excuser, parce que une attitude défensive ne sert à rien. C'est plutôt pour comprendre. Et donc, c'est intéressant d'arriver à valoriser... et je le vois sur d'autres domaines, puisque nous, on travaille beaucoup sur les classements internationaux de la France, où finalement, on peut quelquefois expliquer, aller voir les organisateurs. Alors, je ne dis pas que c'est facile avec l'université de Shanghai, mais les organisateurs, pour leur expliquer, mais nous, ça se traduit comme ça. C'est-à-dire que, en tout cas, je trouve que c'est un vrai débat pour le classement de Shanghai. Alors, je vais prendre un à l'opposé. Le classement des masters en management du Financial Times, qui est très regardé, qui est influent, et qui évidemment a des approches plus sur la carrière, le diplôme, que les salaires, la mobilité internationale, la part d'étrangers, etc. Et où là, et là où il y a aussi le pourcentage de doctorants et la performance de la recherche, mais là on est très bien placé, puisque dans le top 10, il y a 3 écoles, alors ce sont des écoles de commerce, CHSC, l'ESSEC et le SCP, mais on en a 3 dans le top 10. Ce qui inversement est très fort. Et d'une certaine façon, je ne veux pas dire surreprésenté, toutes les écoles de commerce vont tomber dessus, avoir un raccourci, je vais faire 3,5 gratuitement. Mais on voit bien que selon l'angle qu'on prend,
on obtient un résultat différent. Et donc, il faut à la fois tenir compte des classements, parce que c'est une vraie influence, mais je pense qu'il faut surtout essayer de comprendre la source et voir en quoi on peut les influencer, ou au moins dire ce qu'ils sont, et non pas de façon défensive, ils ne nous prennent pas bien en compte, mais dire voilà ce que nous, on a en plus. Et je pense notamment au classement de Shanghai. Alors ceci dit, les rapprochements, les communautés d'université, etc., tout ça, ça aide quand même beaucoup à la visibilité vue de l'extérieur et vue d'un point de vue d'attractivité. Alors j'en viens aux critères de l'attractivité. Alors oui, c'est extrêmement important. L'université, de façon générale, l'enseignement supérieur est perçu comme un des critères. Je dirais c'est dans les 10 critères clés de l'attractivité internationale, que ce soit pour les investissements étrangers, pour les coopérations technologiques, les coopérations internationales. Le rayonnement du pays est vraiment, c'est un des critères, parce que c'est le critère des talents et c'est le critère de l'innovation et c'est le critère de la recherche qui est en jeu. Donc ça, c'est extrêmement important. En fait, dans les Business France, c'est dans 70 pays. Donc dans 70 pays, on promeut en permanence le potentiel de la France. Et je peux vous dire qu'on parle des talents, de l'université, de la recherche, etc., de façon continue. Et de façon générale, je dirais, l'image est bonne. L'image est bonne, elle est robuste. Et notamment parce que les troisièmes cycles sont considérés comme très pointus. Et dans beaucoup de domaines, je pense qu'une des raisons de cette perception, c'est qu'on est assez pointu et disruptif dans pas mal de domaines. La partie enseignement-recherche de troisième cycle, dans beaucoup de domaines, a été l'objet d'innovations ou d'idées ou de concepts qui ne sont pas tout à fait mainstream. Enfin, excusez-moi, je franglise beaucoup. Voilà, vous me pardonnerez, j'espère. Et ça joue. Je pense aussi qu'il y a des signaux qui comptent beaucoup dans l'image dans la perception internationale. Par exemple, depuis le début, il y a 54 médailles Fields qui existent. Il y a 13 des USA, 12 de la France. Et après, on descend à 5,4. Ça a un retentissement énorme. Nous, c'est un argument. Donc, on leur dit, vous comprenez bien que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a un iceberg derrière. Ce que je pense profondément. Donc, ça, c'est des choses qui ont beaucoup d'impact, parce que ça montre qu'il y a. Voilà. Et au Conseil stratégique de l'attractivité que préside le président de la République, où joue le rôle de modérateur. Un des thèmes qui est sorti la dernière fois très fortement, c'est l'innovation française. C'est parce que les Français, ils sont compliqués, ils sont râleurs, on ne comprend rien, mais finalement, ils ont une pensée conceptuelle élaborée et disruptive à la fois. C'est pour ça qu'en innovation, c'est un point. La France fait partie des pays incontournables. Donc, je peux vous dire que là-dessus, il y a une très bonne image. Quelquefois, quand on voit entre guillemets, la pauvreté de moyens de nos universités, c'est quand même une réalité. Et la réalité, on se dit, oulala, pourvu que ça dure. Voilà. Mais alors après, il y a un autre aspect qui compte beaucoup dans l'attractivité, là plus à moyen terme, c'est l'accueil d'étudiants étrangers. Le fait qu'on a quand même 260 000 étudiants étrangers en France, dans l'enseignement supérieur, et on est le 3e pays au monde pour l'accueil d'étudiants étrangers, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont un léger avantage linguistique, ce qui ne nous a pas échappé. Et ce n'est pas que des francophones qui viennent, hein. On a aussi beaucoup d'Asiatiques, on a des Africains anglophones, enfin, ça n'est pas que des Africains francophones, c'est beaucoup plus diversifié. Donc ça, c'est de notre point de vue, un avantage important sur l'attractivité moyen terme, parce que ce n'est pas pour tout de suite. Mais on voit très bien que ce sont des étudiants qui vont à l'étranger, deviennent 10 ans plus tard des prescripteurs, des influenceurs de l'attractivité. Hier, je voyais l'ambassadeur du Cambodge qui me dit on vient de faire un partenariat extraordinaire. C'est le gouvernement cambodgien qui nous demande de faire ceci. Pourquoi ? Parce qu'au gouvernement, il y en a 3 qui ont fait leurs études en France. Voilà. Donc tout d'un coup, les talents de la France sont beaucoup plus connus. Non seulement les talents, mais les équipes de recherche, les équipes universitaires, il y a des contacts, il y a de la confiance. Et donc c'est un investissement long terme, évidemment pour l'éducation et pour le développement du pays, mais je peux vous dire que c'est vraiment un investissement long terme pour l'attractivité du pays. Donc ce que vous faites aujourd'hui, dans 10 ans, on va en récolter les fruits. Nous, sur le point de vue attractivité, c'est très, très évident. D'ailleurs, là je lance un petit appel, on est en train avec le Quai d'Orsay de voir comment on va pouvoir toucher les 300 000 alumni des lycées français
qui peuvent être des haut-parleurs et des porte-paroles, s'ils acceptent, mais des porte-paroles, et donc on va un peu les nourrir de la réalité économique de la France, parce qu'il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'images négatives, dont une partie vraie, une grande partie est fausse. Donc on va les toucher. Je trouve que ça serait, je sais pas, c'est beaucoup plus compliqué pour les universités, je sais même pour vos propres étudiants dans une université, donc, mais je trouve que ça serait intéressant, ou les étudiants étrangers, ou je sais pas quoi. Enfin, je serais très preneuse, moi, d'explorer avec la CPI, qu'est-ce qu'on peut faire qui permettent d'utiliser vos anciens étudiants ou étudiants, je pense notamment au troisième cycle, comme ce sont des amis de la France, hein, d'une certaine façon. Ils ont souvent des liens affectifs. Il y a des biculturels, c'est tout. Et vous pouvez pas croire à quel point dans les mondes des affaires ça compte. C'est-à-dire que l'affecto societatis, le lien de confiance, le lien humain, fait partie des facteurs de décision dans le monde du business. Mais finalement, on le voit à toutes les échelles. Hein, c'est vrai au niveau des territoires. C'est vrai aussi dans les affaires internationales. C'est pas que de l'Excel qui décide et des pondérations par Excel qui décident des investissements. Bien sûr, il faut avoir les atouts, etc. Mais quand on est en train de balancer entre plusieurs hypothèses de partenariat ou d'investissement, le dernier kilomètre, il est humain. Ou le premier, enfin les deux d'ailleurs. Et donc, pour moi, il y a un potentiel, le fait qu'on soit un des pays les plus accueillants alors, ça marche dans les deux sens, hein, aussi de nos étudiants qui vont à l'international. C'est un atout, et moi, je suis très preneuse de voir comment on peut finalement monter un réseau social de ceux qui veulent, ou je sais pas quoi, quelque chose avec, en lien avec Campus France, mais qui permettent d'utiliser ce potentiel. Alors, chaque année, nous, depuis 10 ans, on fait une enquête auprès de 1000 investisseurs dans le monde, dont la moitié investissent en France, la moitié n'investissent pas, sur la perception de l'image économique de la France. Donc, il y a en gros une assez grosse différence entre Amérique du Nord et Europe Nord et Ouest, où l'image n'est pas très bonne en gros, et BRIC et Asie, où elle est excellente, si je la fais en très caricatural. Mais il y a des thèmes où il y a la même image. Et un des thèmes communs, c'est 80% des dirigeants d'entreprises étrangères considèrent que la formation, la qualification, en particulier l'enseignement supérieur en France, sont attractives et en font un des facteurs d'attractivité de la France. Donc c'est pas que nous qui le disons pour nous faire plaisir, et on le constate depuis 10 ans chaque année. Donc pour nous, c'est un sujet essentiel parce que c'est un sujet essentiel sur l'attractivité. Je dirais que c'est un sujet essentiel, mais là avec, je pense, plus encore de choses à conquérir sur le développement des PME. On est un pays qui exporte pas tant que ça par rapport à son potentiel, on va dire. On a un déficit de balance extérieure. Et puis surtout, on n'a que 10 000 on a 120 000 entreprises qui exportent. Les Allemands en ont 400 000, ok, il y a le Mittelstand, les tissus de PME, de TI, mais les Italiens en ont 250 000. Bon, je ne pense pas que nous avons la moitié du potentiel d'entreprises capables d'exporter. Ce qui est plus embêtant, c'est que sur ces 120 000 entreprises, il y en a 10 000 qui font 95% de l'export. Et il y en a 1000 qui font 70% de l'export. Donc en gros, on a... oui, après, j'arrête. J'arrête. Mais j'ai pas compté la part du Rafale depuis 3 semaines. Donc, on a une toute petite base. Et or, en fait, et c'est là où ça rejoint notre sujet et vos sujets de la journée, c'est qu'on constate que 80% des entreprises qui exportent, elles sont innovatrices et réciproquement. Parce que pour exporter, il faut une différenciation technologique, de services, etc. Ça paraît un peu du bon sens. Il faut revoir son marketing, il faut revoir sa R&D, il faut revoir sa production. Il faut accepter que le marché soit différent, de comprendre que le consommateur est différent. Bref, il y a une corrélation extrêmement étroite entre les entreprises, quelle que soit la taille. C'est vrai pour une TPE qui peut être leader mondial dans une niche super étroite. Ce n'est pas lié à la taille, mais c'est lié au caractère innovant. Et donc, quand on aide des entreprises à se développer, des PME à se développer internationales, ça agrandit leur marché tout de suite, mais ça les aide à devenir aussi des futurs ETI, des entreprises qui, dans le tissu territorial, vont être d'autant plus fortes qu'elles sont en même temps locales et internationales, le niveau national étant là pour aider que ça se fasse. Donc, et sur cet aspect-là, c'est là que ça rejoint l'université,
c'est que le sujet compliqué, difficile des transferts de technologie, des partenariats de technologie avec les PME, je sais que beaucoup d'entre vous le font, je sais que c'est difficile, parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes échelles de temps, les mêmes échelles de complexité, mais je pense quand même que tout ce qui est fait dans ce sens-là est un élément essentiel pour leur capacité à l'international. Et vu les perspectives de croissance en Europe, si elles ne vont pas à l'international, elles n'auront pas peu de perspectives de se développer. Alors sur le troisième aspect qui compte dans l'attractivité, il y a tout le sujet des pôles de compétitivité. Nous, on travaille avec 50 des 71 pôles de compétitivité pour les aider à trouver, on leur fait des missions pour trouver des partenaires technologiques dans des pays où ils n'ont pas déjà les contacts, il y en a qui n'en ont pas besoin. Là aussi, on a, mais vous connaissez par cœur le sujet, on a un peu le problème, c'est que, voilà, c'est pas vrai qu'on a 61 pôles capables de rayonner mondialement, et quand il y en a plusieurs qui sont dans le même secteur et qui ne travaillent pas ensemble, c'est pas toujours le cas. Il y a des secteurs où les pôles du même secteur qui ont l'avantage du territorial, mais travaillent ensemble. Et donc nous, on sait les projeter à l'international, on sait les aider. Mais on a encore des pôles qui ne travaillent pas ensemble alors qu'ils sont sur le même secteur. Là, c'est un gâchis de déperdition qui est juste, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied dans la capacité de rayonnement international. Mais c'est aussi un facteur d'attractivité, parce que c'est un facteur pour aider les entreprises à devenir internationales, mais c'est évidemment un facteur aussi de partenariat, de recherche et de technologie. Et en termes d'attractivité, quand vous allez à Cosmetic Valley, ou vous allez à Lyon sur la santé, etc., vous emmenez des entreprises internationales, elles viennent voir ça, elles vont sur un pôle de compétitivité, elles voient l'université, elles voient un organisme de recherche interne, externe, elles voient des entreprises. C'est ça qui montre la réalité de l'innovation qui est le facteur d'attractivité. Enfin, toujours sur l'attractivité, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la France, on voit bien, a des atouts et des handicaps, tous les pays en ont. Le secteur où on en est considéré comme ayant le plus d'atouts différenciants, c'est autour de créativité et innovation. Et ça, c'est une question de talent et c'est une question de recherche et de partenariat avec le secteur privé. En gros, c'est le triangle enseignement-recherche-entreprise qui est quand même au cœur de ça. Parce que c'est là où on a... et c'est dans tous les secteurs, parce que c'est vrai de la gastronomie et des chefs, à l'aéronautique, en passant par les maths, mais en passant par en ce moment beaucoup énergie, eau, énergie renouvelable, etc. La santé, qui est un domaine évident où la compétence de la France est reconnue. Enfin, bon, on peut prendre des tas de secteurs, mais aussi la gouvernance financière et juridique, le transfert des normes. Enfin, c'est des secteurs extrêmement variés. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a le plus de différenciation à cultiver. Et c'est pour ça que tout ce que vous faites sur ce rapprochement entre la recherche, enseignement et innovation, ça a vite une dimension de rayonnement international qui est important, si on sait l'organiser et en faire la vitrine. Mais pour la vitrine, vous ne pouvez pas avoir 4 vitrines côte à côte. Il faut quand même un peu accepter que dans la vitrine, il y a plusieurs produits, que chacun a son projecteur, mais quand même qu'il y a une vitrine commune. Et ça, c'est un petit peu le mal français dont on progresse, mais peut-être pas la rapidité. Parce que pendant que nous, on progresse, les autres progressent. Et c'est une compétition, donc il faut courir quand même plus vite. Alors, je voudrais, avant de lancer le débat, vous dire un peu ce qu'ont dit les 60 dirigeants hier sur ce sujet. D'abord, ça les a passionnés comme sujet, ce qui est intéressant. Et ils ont redit que innovation, recherche, talent et éducation étaient au cœur, pour eux, l'atout majeur pour les investissements internationaux. Ils l'ont redit, donc ça, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Par contre, ils constatent, de leur point de vue, donc là je vais dire eux, à chaque fois, ils trouvent que les mondes de l'université, les labos de recherche et les entreprises sont encore beaucoup trop souvent des mondes qui s'ignorent, qui sont sur des trajectoires parallèles, et qu'il y a des coopérations, mais pas beaucoup. Alors l'innovation, elle est l'écart de ça. Ils trouvent aussi que les chercheurs ne sont pas assez valorisés, à la fois dans ce qu'ils font et qui peut servir sur le plan opérationnel, mais aussi sur leur capacité, du coup, à promouvoir leur recherche.
un de leurs soucis, c'est aussi le disciplinaire étroit, parce que maintenant, les grands chantiers d'innovation sont presque tous transversaux. Je vais prendre un exemple que Jacobi connaît bien. Dans le domaine de la santé, maintenant, quand on parle d'innovation en matière de vieillissement ou d'oncologie, on est tout de suite sur le numérique. Quand on parle d'énergie renouvelable, de ville durable, on est à la fois sur des domaines de transport, de communication, de construction. On est vite sur du transversal. Les innovations d'aujourd'hui sont de moins en moins purement disciplinaires. Et là, on a une petite difficulté structurelle. Et je pense tout le domaine des nouvelles technologies, c'est nous qui avons la mission de développer la French Tech à l'international pour les startups. On est par définition, l'innovation, elle est transversale. Elle est toujours au carrefour de 2 ou 3 choses. L'innovation n'est jamais... elle sort forcément des boîtes dans lesquelles on conçoit. Donc c'est un vrai sujet et c'est une de leurs préoccupations. Alors, ils nous ont cité un programme que moi, je ne connaissais pas, mais qui est à Singapour. Mais comme j'y vais dans 15 jours, je vais aller voir, qui s'appelle le Smart Nation de Singapour, qui retrouve, parce que eux, comme ils sont dans tous les pays du monde, on leur a dit, mais où sont les meilleurs exemples ? Ils ont repris l'idée de Smart City, mais à l'échelle du pays, avec une stratégie de développement et de diffusion de technologies, nouvelles services, qui lie le privé, l'enseignement, recherche publique et les universités, avec beaucoup d'accueil d'étudiants étrangers aussi, qu'eux, ils trouvent remarquable. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un modèle dont on peut s'inspirer, je n'en sais rien, mais ça vaut peut-être le coup de regarder. Sur les pôles de compétitivité, ils trouvent qu'ils sont beaucoup trop dispersés, que le transversal de tous ces pôles, 50% se disent être numérique quelque chose, numérique appliqué dans tel domaine, est mal coordonné. Et que, alors surtout, c'est que c'est très difficile de faire des programmes publics-privés, selon eux, et pour des raisons purement administratives, règles financières, contraintes juridiques, problèmes non résolus du partage de la propriété intellectuelle, qui fait qu'en fait, c'est les acteurs privés et publics dans les pôles de compétitivité, de leur point de vue, passent une grande partie de leur énergie juste à déminer le terrain pour pouvoir faire le truc pourquoi ils sont là, c'est-à-dire ensemble faire de l'innovation. Et du coup, et puis, la troisième chose, c'est très difficile de changer d'échelle. Parce que les formalités de changement d'échelle dès qu'on change de cadre juridique sont tellement énormes qu'on se décourage en cours de route. Donc, eux, ils ont l'intention de proposer au gouvernement, parce que leurs recommandations chaque année sont transmises, évidemment d'être très focalisés, mais d'encourager aussi les coopérations entre pôles qui travaillent sur le même secteur, pour qu'il y ait des réseaux thématiques par filière, par type de compétences. Et puis, ils ont l'impression que l'autonomie des universités rebaisse et que du coup, ça, c'est un vrai handicap pour le partenariat. Donc, ils trouvent que le faible niveau des rémunérations des professeurs et des chercheurs est un problème pour favoriser l'innovation. Vous voyez, si vous êtes des défenseurs. Ça, vous aurez un accord général. Ah non, mais finalement, vous allez être... par principe, c'est l'art d'être populaire, pas cher, parce que j'y peux rien. Et puis, comme je le disais, ils trouvent qu'il faudrait un cadre juridique et réglementaire qui favorise les financements privés dans l'université. Alors, c'est pas politiquement correct, mais c'est pas grave, je suis pas en charge de ce sujet-là. Sans piquer dans la poche à la fin, parce que y a des entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à investir plus dans l'université et qui ont du mal à trouver le canal pour le faire de façon sécure, pluriannuelle. Je suis pas sûre que c'est vrai, mais je vous dis ce qu'ils disent. Ils sont fort maris sur la gouvernance, en ayant l'impression qu'ils ont été un peu virés des conseils d'administration et qu'ils sont sur le strapontin dans la gouvernance des universités. Et eux, ils ne demandent pas forcément d'être dans les conseils d'administration, parce qu'ils ne sont pas là pour la gestion, ils sont là pour l'action. Mais d'avoir dans des conseils d'orientation stratégique sur l'innovation, ils sont plutôt demandeurs de gouvernance thématique autour de thèmes que de la gouvernance au sens responsabilité. Et puis, il pense aussi que, mais ça c'est déjà le cas, qu'effectivement, là où ça marche le mieux, c'est quand il y a à la fois
un champ d'enseignement d'excellence et un champion industriel local, qui est lui-même international, etc. Bon, ça, on le constate à chaque fois, il faut un ou des champions. Mais en général, les pôles de compétitivité ont été choisis avec le fait qu'il y avait des agences. Alors, ils ont fourni des exemples. Alors, j'ai pas fait exprès, mais il y a un exemple lyonnais qui sont fournis comme exemple. Là, ça, c'est pour me faire bien voir de mon voisin. Sur les passerelles, les échanges entre mondes universitaires et entreprises, la plateforme d'échange de l'Université de Lyon et des entreprises sur la plateforme web commune pour rapprocher les étudiants et les laboratoires des entreprises. Ils l'ont cité. Pour permettre des offres de thèse en entreprise à des futurs doctorants, des collaborations réciproques. Enfin, ils ont l'air de dire que ça marche bien, mais Jacques nous dira si c'est vrai. Ça marche bien. Ça marche bien. Ils sont assez partants pour développer des incubateurs ou soutenir des incubateurs pour projets d'entreprise. Et là, il y a un sujet de financement. Il y a beaucoup un sujet de mécénat de compétences qu'ils peuvent apporter. Évidemment, ils le font, et là, c'est là où il faut trouver le bon équilibre. Il faut que chaque partie y trouve sa partie, c'est-à-dire que la recherche y trouve des intérêts de recherche, que l'entreprise y trouve des intérêts d'innovation. Il faut que chaque partie ait son output qui n'est pas forcément le même. Ils sont très demandeurs que les règles, et ça on l'a vu dans plusieurs domaines du partage de la propriété intellectuelle, soient mieux définies, parce qu'aujourd'hui ça bloque certains projets. Non pas qu'il y ait une bagarre pour la propriété intellectuelle, mais il y a un problème de manque de clarté parfois juridique. Quand c'est un chercheur dans l'université qui a la source d'innovation, mais que l'entreprise du coup peut ou peut, parce que c'est lui qui essaime, il n'y a pas de problème, mais s'il essaime pas, qu'il préfère rester dans la recherche, il y a un certain nombre d'entreprises françaises et étrangères qui nous disent on a du coup un problème parce que on ne peut pas aller plus loin et du coup on investit moins dans la recherche parce qu'on ne va pas savoir après gérer le problème de la propriété intellectuelle. Donc c'est un sujet qui est très sensible. Et puis ils ont lancé l'idée, je sais que ça existe déjà, mais de faire à plus grande échelle des appels d'offres de la part des entreprises pour sur des projets spécifiques pour que des enseignants, chercheurs, étudiants puissent agir, et là en étant rémunérés comme experts sur des appels d'offres pour de la prospective long terme. Parce qu'en fait, ce que font peu les entreprises, c'est la recherche long terme. Enfin, quasiment pas. C'est pas leur boulot. Et je vais donner juste comme un exemple, moi, ce que j'avais vu il y a quelques années au MIT, où ils avaient fait, c'était avec Dassault Systèmes, General Motors et le Media Lab. Ils avaient fait un grand programme sur l'automobile du futur. C'était l'automobile à 10, 15, 20 ans. Personne ne... Et donc, c'était pluridisciplinaire. Il y avait des mécaniciens, des électroniciens, etc. Enfin, tous les corps... Mais il y avait aussi des médecins, des ergonomes, des communicants pour que la voiture soit intelligente, des sociologues. Enfin, c'était très pluridisciplinaire. Un programme comme ça, GM, on a retiré... Et la règle, c'était que GM avait 18 mois d'avance. Après, c'était dans le domaine public. Donc, GM, qui avait financé, avait 18 mois d'avance. Le système avait fourni les logiciels, était référencé partout à l'université après. La recherche, on a fait des objets de recherche. Il y avait 40 thésards sur le projet. Hein, c'était un gros truc. Mais je pense que ça avait marché parce que chacun y trouvait sa part. Mais chacun avait son... Il y avait ils avaient réglé le problème du conflit d'intérêts éventuel de recherche qui intervient avec un sujet. Ils financent, ils ont droit à 18 mois d'avance. Aujourd'hui, c'était il y a une dizaine d'années, il y a un certain nombre des choses qu'on a vues à ce moment-là, qui commencent à sortir, et pas que chez GM, mais chez d'autres, qui sont devenus. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'une entreprise ne fera jamais tout seul. Parce que personne ne finance de la recherche aussi large. Il y a des trucs très folkloriques. Hein, il y a eu des prototypes faits après, genre pour gagner de l'espace dans les stationnements, les voitures se replient, on les met sur un porte-manteau dans les villes. Enfin, bon, ça partait. Et il y avait déjà la peau intelligente de la voiture qui, il y a 10 ans, qui change de couleur selon les humeurs, les trucs, les machins. Enfin, donc, mais il y avait beaucoup de trucs qui n'aboutiront jamais. Et ça, des recherches comme ça, jamais une entreprise seule va le faire. Et par contre, ça permettait au carrefour de plusieurs disciplines d'élaborer des champs de recherche dont on ne demandait pas à la recherche d'être totalement utile. C'est ça que je veux dire. Parce que c'était un bouquet
dans lequel les retombées, certaines étaient utiles à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres jamais, mais utiles à l'agitation des neurones qui ont peut-être fait d'autres choses après. Donc je pense que ce sujet pour dépasser un peu les craintes, on fait de la recherche très utilitaire quand on travaille pour des entreprises où les programmes sont tellement à long terme qu'on ne sait pas quoi en faire. Je pense que ce type de partenariat, c'est quand même tout à fait intéressant. Voilà, donc je suis consciente que j'ai dû dire des tas de choses qui existent déjà et que vous connaissez mieux que moi, que j'ai dû en choquer certains, ou j'espère en tout cas avoir amené quelques pistes à discuter. Le plus important maintenant, c'est l'échange à partir de votre propre expérience du sujet international pour les universités. J'ai oublié de dire, ça me paraît évident, mais les universités comme les entreprises, si elles n'ont pas de dimension internationale, je vois pas très bien dans les jeux. Voilà, tout le monde est international. Donc la question, c'est pas le quoi, c'est c'est pas le pourquoi, c'est le comment et le quoi. Et je pense que tous les partenariats long terme. Et je reviens au long terme, le temps, la construction, la confiance qu'a évoqué Jacobi, qui sont fondamentaux, parce qu'on ne peut pas faire de partenariat, que ce soit avec les entreprises